Bonjour et bienvenue à ce cours d'économie à destination des élèves de terminale STMG. Nous parlons cette fois du déséquilibre de la croissance au niveau mondial. On a vu donc deux premières parties. Une première partie qui mettait en lien justement la croissance et le développement, savoir si croissance et développement étaient deux phénomènes qui pouvaient fonctionner ensemble. On a vu ensuite dans une seconde partie la croissance mondiale et son homogénéité. Autrement dit, est-ce que tous les pays ont à peu près le même rythme de croissance? Est-ce que l'importance de la croissance mondiale dans tout le monde finalement est à peu près identique? On s'est bien aperçu ici qu'il y avait de réelles distinctions. Et nous allons voir aujourd'hui donc la troisième partie, à savoir donc quelles sont les limites du modèle de croissance, autrement dit, quels sont les effets positifs ou négatifs de la croissance. En théorie, c'est quelque chose de positif, d'après ce que l'on peut entendre. Néanmoins, vous verrez que la croissance doit être gérée, doit être maîtrisée, et vous verrez aussi les effets nuisibles, néfastes en tout cas, de la croissance. On démarre tout de suite, donc troisième partie, avec un premier point, donc on dit la croissance ne supprimera pas les inégalités sociales. Pour faire un document, le document 7, le voici. Ce document 7 ici est une carte mesurant donc le PIB, ou affichant en tout cas le PIB par habitant des différents pays du monde. Donc vous percevez que vous avez une partie donc plutôt bleu foncé noir où vous avez donc les pays où le PIB par habitant est le plus élevé par rapport aux autres pays. Donc plus vous éclaircissez, d'abord par le vert, ensuite par les couleurs plutôt jaunes, où là le PIB par habitant est le plus faible. Donc je vous rappelle, pour la France, on est à un peu plus de 40 000 dollars donc de PIB par habitant. Mais on y revient juste après. Première question, donc, on est sur ce PIB par habitant. À l'aide des données donc du document 3, on vous demande de calculer le PIB par habitant du Brésil et de vérifier ensuite la vraisemblance sur la carte. On va donc revenir sur le PIB par habitant du Brésil et sur les données du document 3. Document 3, le voici. On a ici le PIB du Brésil, 2246, donc là on est en milliards. On a la population, 200, donc le PIB par habitant, c'est le PIB par rapport à la population concrètement, 2246 divisé par 200,4. Vous faites le calcul et ensuite vous tombez donc sur un PIB par habitant que l'on va essayer de caler ici sur cette carte. Donc, allons-y, on reprend les chiffres, on refait tout dans le détail. Ici donc, le PIB du Brésil, 2246 dollars, enfin milliards de dollars, 200 millions d'habitants. Vous faites la division, le rapport, donc 2246 divisé par 200,4 et vous obtenez un PIB, enfin par 200 millions, vous obtenez un PIB de 11 207 dollars par habitant. Maintenant, 11 207 dollars par habitant, vérifions sur la carte ce que ça donne. 11 207 dollars, on se situe normalement avec une couleur vert foncé, et si l'on regarde bien le Brésil, on est bel et bien donc dans cette couleur. Donc ça correspond, le Brésil se situe à ce niveau. On poursuit. Comment se répartissent les pays ayant un PIB par habitant élevé, moyen et faible? On retourne sur la carte. Alors, on s'aperçoit quand même que le PIB, les pays en tout cas ayant le PIB par habitant le plus élevé, on se situe ici, donc sur l'Amérique du Nord, une partie de l'Europe, l'Australie et la fameuse triade. Donc voilà, ça ce sont vraiment les pays où le PIB par habitant est le plus élevé. Pour le reste, donc vous avez des PIB qui sont somme toute corrects. Donc vous retrouvez donc une partie de l'Amérique latine. Vous retrouvez notamment donc toute la partie russe, etc. Et vous retrouvez donc les PIB les plus bas sur le continent, essentiellement donc sur le continent africain et l'Inde.
C'est ce que l'on va mettre en avant tout de suite. Donc comment se répartissent les pays ayant un PIB par habitant élevé, moyen et faible? D'abord, donc, les pays ayant un PIB élevé, on retrouve donc l'Europe, je vous l'ai dit, l'Amérique du Nord, le Japon et l'Australie. Alors là, on vous donne un exemple, hein, le PIB par habitant en France. Alors là, c'était 41 420 dollars en 2013. Il faut savoir que ce PIB a légèrement augmenté. Maintenant, on est à 41 600 à peu près dollars cette année. C'est pas quelque chose de très très élevé non plus, hein. Ensuite, les pays à faible PIB, ce sont les PMA. PMA, donc pays les moins avancés. Donc essentiellement situés en Afrique, et les pays émergents, comme le Brésil notamment, et donc les pays émergents et les pays d'Amérique latine ont un PIB moyen. Donc c'est ce que l'on a vu sur la carte. La suite. Parmi ces affirmations, on vous demande donc laquelle est vraie. Pour ça, donc, il vous faut le document 8. Document 8. Hop. Voilà. Ici, donc, vous avez une répartition des revenus par rapport à ce que l'on appelle des déciles. Alors, pourquoi? Ici, vous voyez, c'est 10% de la population les plus riches. Quand on est à 10%, c'est un dixième. Un dixième, c'est donc un décile. Vous pourrez entendre parler de décile, voire de quartile éventuellement. Ça veut dire qu'on divise la population en 4, donc l'équivalent de 25%. On parle aussi de quintile ou de centile, un petit peu plus rarement. Le décile est assez utilisé. Ici, donc, par des revenus détenus par 10% les plus riches de la population, vous apercevez que donc 10% de la population brésilienne détient 41% des revenus du Brésil. Donc on est quasiment, ici on est à, pas dire près de la moitié en tout cas, 40%, plus de 40% en tout cas, des revenus du pays. A l'inverse, vous voyez que 10% les plus pauvres, cette fois, eux, ne détiennent que 1% des revenus du pays. On est sur quelque chose vraiment de totalement disparate. Une majorité, quasiment la moitié, vous voyez que si on augmente, si on passe à 20%, 20% de la population détient plus de la moitié des richesses du pays. A l'inverse, 20% de la population la plus pauvre, donc là on monte encore en gamme, hein, quand même, 20% de la population brésilienne, on était à 200 millions sur la population brésilienne, 20% ne détient que 3% des richesses. Donc on est vraiment sur une disparité assez importante dans ce pays. On y retourne donc. Parmi les affirmations concernant la donnée surlignée, laquelle est vraie? À savoir, donc, en 2012, le revenu des 10% les plus riches a augmenté de 41,7% par rapport à 2011. Non, parce que là on est sur une augmentation alors que nous on était sur une portion, sur une part. 2012, 10%, les plus riches possèdent 41,7% des revenus du pays, c'est exact, c'est ce qu'il y avait de mentionné. Et 2012, 41,7% de la population détiennent 10% des revenus totaux du Brésil. Là, c'est une inversion de lecture. On était en décile, je vous l'ai dit, donc 10% de la population, jamais il n'a été question de 41%. Ensuite, analyser la répartition du revenu au Brésil. Là encore une fois, on va se référer au tableau que l'on a vu précédemment, à celui-ci. Maintenant, comment est-ce que l'on peut voir cette répartition, cette évolution? Vous apercevez ici que, par exemple, 10% de la population détient quand même 41%, détenait en 2007 43%, en tout cas des revenus de la population, ce qui est énorme. Donc ici, ça a légèrement fléchi. Pour les plus pauvres, on est passé de 0,9 à 1%. Il n'y a quasiment aucune évolution à ce niveau. Donc, il y a une légère baisse quand même, donc, de la part de richesse détenue par 10% de la population les plus riches, mais il n'y a pas pour autant de hausse par rapport aux 10% de la population les plus pauvres. Où est donc passée cette différence de revenus? À qui profite finalement cette différence? Et bien c'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc la répartition des revenus
Au Brésil, donc, les revenus sont répartis, on vous dit, de façon très inégalitaire. Si on fonctionne donc par tranche de 20%, donc les deux premiers déciles, donc 20% les plus riches possèdent 60% de la richesse du pays, 20% des plus pauvres possèdent moins de 3% de la richesse du pays. Ça, c'est la répartition. Deuxième question, la croissance, parce que le Brésil est quand même un pays avec un taux de croissance, je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, le taux de croissance est de 4% sur les dernières années. La croissance réduit-elle les inégalités au Brésil? On a vu ici que les personnes les plus riches avaient tendance à s'accaparer, en tout cas un petit peu moins, des richesses du pays. Mais on a vu aussi que les personnes les plus pauvres ne s'en accaparaient pas plus. Par conséquent, on peut dire que la croissance, ici, n'a pas réduit les inégalités, malgré donc les programmes qui sont censés être en place. Les plus pauvres ont toujours la même proportion. Par conséquent, la part de revenus a profité essentiellement à la classe moyenne, ceux qui sont ni dans les 20% de la population les plus riches, ni dans les 20% de la population les plus pauvres. Donc on est sur les 60% restants. Question 18. On vous demande quelles sont les causes de la déforestation et ensuite on vous demande d'analyser les conséquences de l'expansion agricole sur l'environnement pour le Brésil et ensuite pour le reste du monde. Pour cela donc on va voir le document adéquat. Le voici. On dit que l'économie brésilienne fonde sa croissance sur le développement agricole, rendu possible par l'immensité de son territoire. On l'a vu essentiellement donc sur les produits, sur les agrocarburants et tout ce qui est production agricole, le soja entre autres. Donc sa production, on dit très intensive, est tournée vers l'exportation pour répondre à une très forte demande mondiale en produits alimentaires et en biocarburants. Vous avez un texte, je vous laisse quelques minutes pour lire le texte et on revient ensuite pour répondre aux deux questions, qui est donc quelles sont les causes de la déforestation et ensuite quelles sont les conséquences de l'expansion agricole sur l'environnement pour le Brésil et pour le reste du monde. Voilà, vous avez eu le temps donc de lire, vous avez mis en pause, vous avez eu le temps de lire le document, de prendre connaissance des informations. On peut donc répondre aux questions. Première question, donc, quelles sont les causes de la déforestation? Eh bien, les causes de la déforestation, c'est tout simplement l'augmentation de cette croissance et l'augmentation du besoin de terres cultivables. Le pays est en pleine croissance, le pays exporte beaucoup, mais le pays exporte des produits agricoles. Par conséquent, il lui faut des terres cultivables pour pouvoir exporter et pour pouvoir poursuivre sa croissance. Par conséquent, la déforestation est nécessaire parce que cette déforestation va tout simplement permettre d'augmenter les surfaces cultivables. C'est aussi simple que ça. On a besoin de terres, on va donc rogner sur la forêt amazonienne, on va gratter et retrouver de nouvelles terres cultivables. Deuxième question sur ce document, analyser les conséquences de l'expansion agricole sur l'environnement pour le Brésil d'abord et pour le monde. Là, c'est quelque chose d'assez récurrent, ça fait des années maintenant que l'on entend ce problème. Ici, l'expansion agricole va travailler, va traiter un petit peu sur la forêt amazonienne. Donc la déforestation, on l'a vu, c'est le poumon, on va dire le poumon du monde, hein. La forêt amazonienne, c'est le poumon du monde. Et cette déforestation va contribuer à avoir donc des effets négatifs sur le climat, et donc là au niveau mondial. Donc ce que l'on peut dire sur les conséquences de cette expansion agricole, c'est qu'à terme, donc, on va trouver ce fameux réchauffement climatique, dont on entend parler, avec un réchauffement régulier qui a lui aussi des conséquences, mais on peut généralement inclure ce réchauffement climatique à la déforestation. Je vous rappelle que la déforestation, ça contribue notamment à réduire en tout cas le recyclage des différents gaz à effet de serre, et c'est ce qui cause entre autres le réchauffement climatique. On vous parle aussi d'érosion des sols, tout simplement parce que quand vous avez une pluie, alors ça c'est un phénomène naturel que l'on peut observer un petit peu partout. On l'observe aussi même en France dans d'autres mesures.
Mais quand vous avez des pays, des régions en tout cas, où on décide finalement d'aménager ces régions en déclarant une région habitable, constructible, donc on va raser, on va défricher, nettoyer le terrain, là où il y avait autrefois avant des haies, des arbres, des plantes, et on va lisser le terrain pour pouvoir construire les maisons. Maintenant, si vous faites une expérience, c'est très très simple. L'eau qui arrive sur un terrain où il y a forêt, culture, etc., cette eau va être absorbée. À partir du moment où vous enlevez toutes ces cultures, plus rien ne va permettre de distiller cette eau et par conséquent, cette eau va arriver en quantité trop importante sur le sol, ne va pas pouvoir être absorbée et va automatiquement éroder le sol, autrement dit, va glisser, va provoquer ce que l'on appelle, ce que l'on trouve maintenant sous les formes d'inondations dans différents pays, en France notamment. Donc l'expansion agricole est aussi à l'origine, on vous dit, de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre et de la réduction de la biodiversité. Je vous rappelle que l'Amazonie était la plus grosse forêt au monde, avec une biodiversité relativement importante. Après, il semblerait qu'on n'ait même pas tout découvert, avec donc peut-être des possibilités de trouver d'autres substances, d'autres plantes, peut-être même d'autres sources, enfin d'autres animaux plutôt. Enfin, il y a et encore des choses à découvrir, et en réduisant justement cette forêt amazonienne, on réduit de ce fait la biodiversité. Donc les effets néfastes ici sont nombreux, tant pour le Brésil que pour le reste du monde. Ensuite, comment s'explique la pression actuelle sur les ressources naturelles et en quoi les pays développés sont-ils responsables de la pression sur les ressources naturelles? Alors quand on parle de pression sur les ressources naturelles, ça veut dire qu'il y a énormément de demandes pour ces ressources. Pour cela donc, un document, le document 10, le voici. On vous dit donc un corollaire de l'augmentation démographique, donc corollaire ça veut dire en parallèle, donc lié à l'augmentation démographique, la croissance économique mondiale et l'augmentation de la consommation des matières premières et des biens de consommation accentuent la pression sur les ressources naturelles et les espaces sauvages. Cette pression est encore aujourd'hui essentiellement le fait des pays développés. 20% de la population de la planète consomme 80% de l'énergie mondiale. Les États-Unis, on vous dit, avec moins de 5% de la population mondiale, consomment 25% du pétrole mondial. Ces inégalités entre pays renforcent l'aspiration légitime des pays en voie de développement, comme le Brésil, à consommer plus. Les pays émergents comme la Chine et l'Inde absorbent aujourd'hui de plus en plus de matières premières, pétrole, acier, etc., et de ressources naturelles. Et cette tendance, vous dit, montre que notre modèle occidental de développement économique n'est pas durable sur le plan écologique. Je reviens aux questions donc. Comment s'explique la pression actuelle sur les ressources naturelles? Cette pression, elle s'explique tout simplement par une augmentation de la croissance. On dit la croissance, c'est le résultat d'un accroissement de la production mondiale de biens et de services. Pour produire ces biens, il nous faut des ressources naturelles. Par conséquent, on va accentuer la pression sur ces différentes ressources et donc sur les pays producteurs de ces ressources. Alors pour les exemples, on vous parle de voitures, de hamburgers, d'ordinateurs. Voilà, en fait, faut comprendre que nous, pays développés, industrialisés, enfin nous entre autres, nous vivons et nous produisons des produits manufacturés, des produits avec une forte valeur ajoutée, et ces produits primaires, donc basiques, ne sont plus rentables pour nous, et par conséquent on va aller les chercher ailleurs. Et le fait d'aller chercher ces produits ailleurs va justement accentuer la demande, parce que toutes les demandes mondiales vont être concentrées sur moins de producteurs, sur donc des pays producteurs qui sont de moins en moins nombreux. Donc c'est pour ça qu'ils ont tendance à avoir de plus en plus de commandes, de demandes, et donc à subir de pression de la part des pays occidentaux. Question 21. En quoi les pays développés sont-ils responsables de la pression sur les ressources? Donc c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Les pays développés, on vous dit, sont de grands consommateurs de ressources naturelles. On reprend la phrase qu'il y avait dans le texte. 20% de la population
accapare 80% de l'énergie mondiale. C'est un ratio qui est conséquent, c'est colossal. 20% de la population, 80% de l'énergie. Donc c'est ce qui explique cette très forte pression sur les ressources naturelles, donc produites notamment par ces pays en voie de développement, en développement. Question suivante, ce sera un autre document. Donc, quelles sont les ressources qui subissent une forte pression liée à la croissance et à quel scénario correspond le modèle actuel? Pour cela, donc, document 11. Hop. Le voici. Donc, on vous parle de l'appétit des matières premières. On vous dit que l'appétit des matières premières grandit. Consommation de matières premières, vous voyez qu'on a une consommation qui est de plus en plus importante. Alors on vous parle aussi de biomasse, on vous parle de pétrole, de gaz, de charbon. Vous entendez parler aussi notamment des carburants verts. Alors ces carburants verts, c'est bien, c'est à double tranchant. On est d'accord sur le fait que ces carburants verts sont moins polluants. Ça c'est un fait. Donc pour tout ce qui est écologie, gaz à effet de serre et autres, on est tout à fait responsable à ce niveau-là en les utilisant. Par contre, ces biocarburants, comme leur nom l'indique, sont faits à partir de produits biologiques d'origine bio. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'on va travailler des matières premières. Et ces matières premières, on les produit quasiment plus. Par conséquent, on en produit encore, hein, mais on va aller les chercher sur d'autres pays, dans d'autres pays qui vont justement produire ces matières premières. On va en fait donc importer des matières premières qui ne nous coûtent pas cher pour ensuite les retravailler et en faire du biocarburant. Donc la consommation, donc cette biomasse, donc l'utilisation donc des matières premières, des matières naturelles pour utiliser justement de fabriquer de l'énergie, voilà, c'est un petit peu ça. On arrive à le faire, mais on n'a pas forcément toutes les ressources nécessaires pour produire et assouvir nos besoins. La croissance économique mondiale, on vous dit, augmente plus vite. Vous voyez la flèche donc, qui augmente de manière assez importante, de manière exponentielle. Et vous avez donc 3 scénarios envisagés par l'ONU, on vous dit jusqu'en 2050. Alors ça, c'est pour les consommations de matières premières par habitant, on vous dit en tonnes. 3 scénarios. On voit ici les progressions possibles. Premier scénario, donc ce qu'on appelle le scénario tendanciel, avec une consommation stable dans les pays industrialisés, mais avec un rattrapage des autres pays. Nous sommes un pays industrialisé, on ne consomme pas plus. Par contre, les autres pays qui ne sont pas encore dits industrialisés vont, on va dire, copier un petit peu le modèle des pays industrialisés, vont essayer de faire pareil, et par conséquent, pour se mettre au même niveau, vont devoir consommer davantage. Donc ça, c'est le premier scénario, le scénario tendanciel. Deuxième scénario évoqué, un scénario dit intermédiaire avec une consommation en baisse dans les pays industrialisés et un rattrapage des autres pays. Concrètement, pays industrialisés, nous sommes conscients du manque de ressources naturelles et on nous demande de diminuer nos consommations finalement de matières premières, de diminuer notre consommation tout simplement. Vous voyez toutes les publicités notamment où il faut consommer un peu moins de viande, où il faut réduire nos consommations, réduire nos déchets, etc., faire plus attention. Voilà, on est sur une consommation ici responsable, dite responsable, qui irait de pair avec une baisse, en tout cas, de la consommation. Assez difficile à gérer. Et dans le même temps, donc, cette baisse serait tout à fait contrariée, logiquement, par, encore une fois, ces pays qui recherchent à s'industrialiser, qui recherchent à adopter notre mode de vie. Donc, d'un côté, les pays industrialisés vont essayer de consommer moins, les autres pays, eux, vont essayer de rattraper un petit peu ce qu'ils n'ont pas eu et donc de consommer plus. Par conséquent, ça équivaut à une stabilité finalement de la consommation de matières premières. Enfin, troisième scénario, on parle de scénario sobriété, avec une consommation en baisse de 60% des pays industrialisés. Là, c'est quelque chose de totalement utopique. On s'aperçoit très très vite qu'on a beau essayer de responsabiliser les personnes, il est totalement utopique de penser qu'un jour on aura une baisse notable de la consommation. En résumé donc,
Quelles sont les ressources qui subissent une forte pression liée à la croissance? Donc il s'agit encore une fois des matières premières, des minerais, pétrole, gaz, matériaux de construction et tout ce qui est constitué par la biomasse. Donc voilà, ça c'est vraiment les pays enfin les matières premières plutôt qui subissent les plus fortes pressions. Et maintenant, à quel scénario correspond le modèle de croissance actuel au niveau mondial, bien entendu? Je vous épargne donc le scénario sobriété, ce serait intéressant, mais c'est totalement illusoire. Il vous reste donc deux choix, le scénario tendanciel ou le scénario intermédiaire. À l'heure actuelle, hélas, on s'oriente beaucoup plus vers un scénario tendanciel qu'un scénario intermédiaire. En fait, on n'a pas, nous, pays industrialisés, on ne réussit pas en tout cas à diminuer notre consommation, on n'a peut-être pas non plus envie de diminuer notre consommation. Les autres pays voulant en tout cas rattraper leur pseudo-retard et consommant davantage. Donc on va avoir une augmentation, on peut en tout cas penser qu'il y aura une augmentation de la consommation de matières premières. Question 24. Ce modèle de croissance est-il soutenable? Donc avec une croissance telle, avec une consommation accentuée, est-ce que ça peut durer? Eh bien non, ce modèle de croissance n'est pas soutenable. Les ressources sont limitées. Il y a ce que l'on appelle actuellement le jour de dépassement, c'est-à-dire on sait ce que la planète est capable de produire en termes de consommation, que ce soit donc pour les arbres qui peuvent être générés, donc imaginez la repousse, que ce soit pour les poissons en termes de pêche, qu'il y ait un renouvellement, etc. Donc pour que toutes ces ressources soient renouvelées, il faut un certain temps. On peut renouveler ces ressources sur une certaine quantité. Le problème, c'est qu'actuellement, la population mondiale consomme des ressources beaucoup plus vite. On considère que c'est 1,8 fois plus vite que ce que la planète est capable de produire. Par conséquent, en effet, ce n'est pas quelque chose de durable. À l'heure actuelle, on est à fin juillet pour ce que l'on appelle le jour de dépassement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc ça c'était le cas, je crois que c'était 1er août pour l'année 2019, c'est-à-dire que nous arrivons avec 7 mois complets et en 7 mois, la planète a consommé, la population en tout cas, a consommé toutes les ressources de la planète. Ça veut dire qu'on va taper sur des réserves. Il faut essayer d'imaginer la planète comme un réservoir, finalement, une espèce de garde-manger que l'on va entretenir, que l'on va recharger régulièrement à une certaine vitesse. Et actuellement, on est en train, donc on a déjà consommé tout ce que l'on pouvait acheter, et on est en train de puiser dans les réserves. Donc bien entendu, à force de puiser dans les réserves, il y a un moment, les réserves ne suffiront plus. Que signifie la phrase soulignée dans le document? Je vous remets cette phrase. On vous dit: pour éviter les pénuries et les tensions sociales et géopolitiques qu'elles engendraient, le monde doit faire plus avec moins. Alors, qu'est-ce que ça signifie faire plus avec moins? Ça signifie tout simplement en fait que l'on doit être responsable et que l'on doit faire en sorte qu'on puisse croître, on puisse accroître, développer notre croissance économique en gardant une consommation très raisonnée. Économiser les ressources, les utiliser de manière efficiente pour éviter les pénuries et les hausses de prix importantes. Voilà comment on doit fonctionner à l'heure actuelle si on veut éviter justement de dépasser les ressources planétaires trop longtemps. Alors, utiliser les ressources de manière efficiente, on parle essentiellement notamment du recyclage. Voilà, là on est sur une utilisation efficace, efficiente même des ressources. On dit aussi que la rareté de certaines ressources peut engendrer des conflits entre les pays pour se les procurer. On est par exemple sur la hausse des prix agricoles, qui peut accentuer la misère et engendrer des émeutes parmi des populations pauvres. Alors là encore une fois, c'est une théorie assez simple à comprendre. Vous imaginez très bien qu'un pays qui produit une ressource, prenons par exemple le soja avec le Brésil, le Brésil produit du soja, le soja a un cours. À partir du moment où les autres pays dans le monde vont demander au Brésil de lui vendre une partie de son soja, l'augmentation de la demande va être supérieure et par conséquent, si on retient la loi de l'offre et de la demande, plus la demande va être élevée, plus le prix d'équilibre va augmenter.
Que le prix d'équilibre augmente, ça c'est un fait. Le pays, le producteur en l'occurrence, va s'en sortir correctement, il va augmenter ses prix. Donc ce n'est pas un problème pour lui. Le problème va plutôt se situer au niveau de la population. Que va faire la population de ce même pays? C'est une population, on l'a vu pour le Brésil, c'est une population pauvre. Une population pauvre a la possibilité de se nourrir. À partir du moment où sa ressource principale augmente, à cause justement de la pression des autres pays, les prix vont augmenter et par conséquent ils ne pourront plus accéder à ces ressources primaires. Donc la hausse des prix agricoles peut accentuer la misère dans différents pays. Donc ça c'est quelque chose, c'est un phénomène encore une fois récurrent, donc c'est lié à la diversité et à la croissance mondiale qui est pas du tout homogène, très très hétérogène pour dire. Question 26. Donc ce sera par rapport à un document que je vais vous afficher. Donc comment a évolué la population active des pays d'Amérique latine entre 2000 et 2010. Pour cela donc un document 12. Hop. Alors ici vous avez donc l'évolution de la population active, donc les personnes qui travaillent dans le monde. Donc vous apercevez que vous avez donc ici plus 23% pour une partie du continent africain, pour tout ce qui est Afrique du Sud. Nous, on va s'intéresser essentiellement donc à l'Amérique latine, vu qu'on travaille sur le Brésil. Ici, on a donc une augmentation assez contenue par rapport donc à la France, où là encore une fois, on est sur une évolution relativement contenue. Question donc. Comment évolue la population active des pays d'Amérique latine entre 2000 et 2010? Mais la population, on vous dit, a augmenté de plus de 15% en Amérique latine. Je vous refais voir le document quand même. Voilà. Ici, vous voyez, 15%, 17%, on a de plus en plus de Brésiliens qui sont au travail, ou en âge de travailler surtout. Maintenant, comparez les prévisions de croissance de la population active des économies développées, de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud et du Centre. Que remarquez-vous? Alors, on essaye de faire une comparaison par rapport donc à cette population active. Les pays développés, on vous dit, verront leur population active diminuer dans les 20 prochaines années, alors que la population active des pays d'Afrique subsaharienne augmentera fortement. Alors, pourquoi en arrive-t-on à ce stade-là? Pourquoi pense-t-on que dans les pays développés, la population active va diminuer? Tout simplement parce que dans les pays développés, on a une durée de vie qui est de plus en plus longue, de plus en plus importante. Par conséquent, on va avoir une population qui va certes augmenter, qui ne va pas forcément s'accroître, mais on aura de plus en plus d'inactifs, donc les retraités finalement. Dans ces autres pays, on a des populations plutôt jeunes, et ces populations plutôt jeunes sont une source en tout cas pour cette donnée, cette population active. Donc voilà pourquoi on pense que dans les prochaines années, la population active des pays développés va diminuer à cause tout simplement de l'augmentation de la durée de vie. Et dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays d'Asie notamment, il y aura encore une fois une augmentation de la population active. Donc voilà ce que l'on peut dire en tout cas sur les évolutions à terme. Question 28. Quels sont les effets économiques du vieillissement démographique des pays développés? Pour cela donc un document, le document 13, que voici. Voilà. Dans ce document, on dit 3 tendances vont dominer les évolutions démographiques. Première tendance, donc un vieillissement de la population et une diminution du nombre de sociétés jeunes, et une intensification des migrations et une accélération de l'urbanisation. Alors là, on est vraiment sur des phénomènes assez variés. On est à la fois sur la population, sur la migration, sur l'urbanisation. Dans les pays de l'OCDE, on dit que l'âge moyen devrait atteindre 44,6 ans en 2030 contre 38 en 2005. Ces mêmes pays auront
d'importantes cohortes de population au-dessus de 65 ans. On est bel et bien ici sur un vieillissement de la population. C'est ce que l'on veut vous dire, hein. L'âge moyen ici 44,6 ans contre 38,2 ans. Ça veut dire que la population moyenne est de plus en plus vieille, donc l'âge du décès est le plus tardif possible. La proportion de retraités, on vous dit, enflera considérablement. Et sans l'afflux de jeunes immigrants, la population active aura largement diminué. Les pays qui verront augmenter leur proportion d'inactifs risquent de voir la croissance de leur PIB diminuer, voire stagner. C'est ce qui va arriver, notamment à la France. On est arrivé à un stade où finalement on va commencer à avoir de plus en plus de personnes âgées, donc de plus en plus d'inactifs. Donc quels sont les effets économiques du vieillissement démographique des pays développés? Donc ce vieillissement va augmenter et la consommation risque de ralentir et d'entraîner une baisse de la croissance. On vous dit le financement de la protection sociale et de la retraite vont représenter un problème majeur que les différents partis politiques ont tenté d'évoquer. Donc ça fait des années quand même que l'on essaye de traiter un petit peu, de parler, que l'on connaît en tout cas le vieillissement de la population en France. On a entendu parler du baby boom qui se transforme dorénavant en papy boom. Maintenant, comment fait-on pour gérer ce papy boom, cette augmentation donc d'inactifs, de retraités? Ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Les différents gouvernements de droite, de gauche, etc. ont tous émis des hypothèses, essayé. Actuellement, très très peu ont réussi à faire quelque chose. Là, pour le dernier en date, il s'agissait notamment de travailler sur la réforme des retraites avec le gouvernement Philippe. C'est ce qui avait été évoqué avant la crise du coronavirus. Je sais que faut rappeler un petit peu ce qui avait été fait avec le gouvernement précédent sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Là encore une fois, il y a eu des idées qui ont été mises en place pour essayer de solutionner le problème. Néanmoins, on est conscient que ça pose un réel souci et que ce problème, on n'a encore pour l'instant aucune solution viable, fiable pour le solutionner. Question 29. Quelles solutions peuvent être apportées pour augmenter la population des pays développés? On est un pays développé, en France. Comment faire pour augmenter la population active? Comment faire pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient en âge de travailler? On peut penser à deux phénomènes principaux. Alors, un troisième phénomène serait éventuellement d'accroître le taux de natalité. Donc on pousse les gens finalement à se reproduire, on va dire. On augmente le taux de natalité, ce qui veut dire qu'à terme, d'ici une vingtaine d'années, on aura une population active qui sera plus importante. Ça suppose donc d'attendre une vingtaine d'années, ça suppose aussi de booster cette natalité. Comment faire pour la booster? On peut essayer avec notamment les primes. Donc ça a été le cas un petit peu en France pendant un moment, et on a toujours un petit peu cette idée, à savoir qu'on a des allocations familiales et on aide les familles notamment à être de plus en plus nombreuses. Donc ça, ce serait éventuellement une solution. Deux autres solutions. Une solution très très simple, on veut augmenter la population active, on peut tout simplement augmenter l'immigration. Ouvrons les portes, prenons des immigrés. Ces immigrés vont être, alors bien entendu, ça suppose une sélection. En fait, l'immigration, ce sera une immigration choisie avec des personnes qui sont en âge de travailler. Donc on va augmenter tout simplement notre population active par l'immigration. Troisième solution, troisième piste de réflexion pour augmenter la population active, reculer l'âge de la retraite. Vous travaillez jusqu'à 60 ans, considérons qu'on a toujours un pack de personnes qui vont travailler jusqu'à 60 ans. Maintenant, à partir du moment où vous décidez que l'âge de la prise de retraite ne sera pas à 60 mais à 65 ans, alors, les chiffres sont faux, vous inquiétez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va automatiquement garder un pack de 5 ans de salariés en plus. Ça veut dire que 5 années de retraités vont être considérés comme une population active, donc vont toujours travailler. C'est un moyen extrêmement simple d'augmenter la population active. Alors bien entendu, en France, si vous dites aux salariés que vous n'aurez plus votre retraite à 62 ans actuellement, que vous n'aurez plus votre retraite à 62 ans mais à 63, 64, puis 65,
Bien entendu, ça suppose que vous allez avoir affaire à des manifestations et un grognement. Ça, c'est voilà, c'est typiquement français. On reculer l'âge de la retraite, c'est quelque chose, ça fait partie des acquis sociaux, c'est quelque chose que les Français ne sont pas prêts à voir disparaître. La population active, on vous dit, peut être augmentée sur le long terme en favorisant donc la natalité, ou en reculant l'âge de la retraite, ou alors en favorisant l'immigration. Voilà, on a ici 3 axes qui peuvent permettre d'augmenter la population active du pays. Maintenant, lequel choisir? S'il y avait encore une fois une solution miracle, hein, les différents gouvernements l'auraient choisi et nous n'aurions plus ce problème. Là, à l'heure actuelle, le problème se pose toujours. On poursuit. Question 30. En quoi l'accroissement de la population peut-il ralentir le développement d'un pays? Plus on a une population importante, plus le pays va être ralenti. Ça peut paraître paradoxal, mais on va y venir. Autre question, comment l'accroissement démographique peut cette fois favoriser la croissance? Vous voyez qu'on est sur le même phénomène, mais dans le premier cas, ici, il ralentit le développement, et ici, il favorise la croissance. Et enfin, pour quelle catégorie de pays la croissance démographique semble-t-elle être un atout? Pour cela, donc, un document, le voici. Alors, on vous dit dans ce document, je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure, à moins que ce soit limpide, que la croissance démographique se traduit donc par un rajeunissement de la population et que ça nécessite des dépenses importantes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si on joue sur la natalité, on aura plus d'enfants, plus de jeunes, ok. Seulement ces jeunes, ce qu'il faut pour les faire vivre, c'est ça, nourriture, santé, éducation. Autrement dit, ils ne sont pas productifs. Les jeunes, on pourrait les considérer presque comme des boulets. Alors attention, ce sont des boulets dans le sens où ils ne produisent pas. D'un autre côté, grâce à eux, on consomme. Donc on relance indirectement la machine. En fait, ce ne sont pas eux qui consomment directement, mais leurs parents qui vont consommer. Imaginez donc tout ce qui est nourriture, couches, etc. D'un autre côté aussi, il y a les prises en charge de santé, qui sont prises en partie par l'État. On a un système de sécurité sociale très avancé. On a l'éducation, qui encore une fois est prise en charge par l'État. Là encore une fois, ça va être une charge pour le pays. Donc là, c'est à vous de peser le pour et le contre. Et donc, on vous dit l'utilisation de ressources non productives. Nourriture, santé, éducation. Ressources non productives. Ensuite, elle se traduit par une augmentation de la population active. Auquel cas, donc l'offre de travail étant insuffisante, elle va entraîner le sous-emploi et des bas salaires impropres à développer la demande intérieure. Alors ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire tout simplement qu'on va avoir plus de jeunes sur le marché du travail. Là encore une fois, le marché du travail, c'est un marché. Et comme chaque marché, il obéit à la loi de l'offre et de la demande. Donc plus on va avoir de personnes qui vont offrir leur force de travail sur le marché, plus la demande va voir son cours baisser. Autrement dit, le prix du travail va baisser. Ça suppose quoi? Ça supposerait que dans un pays où on laisserait le prix du travail se fixer librement par rapport au marché, les salaires finalement baisseraient. En France, nous, on a un plancher, on a un minimum, le SMIC. Dans d'autres pays, on pourrait voir donc ces salaires baisser en fonction finalement de l'offre et de la demande. Donc si on augmente la population démographique, il y aura plus de personnes sur le marché du travail, et s'il y a plus de personnes, on peut craindre une baisse des salaires. En fait, c'est ce que veut dire cette phrase. Donc, on parle de sous-emploi. Pourquoi? Parce que il n'y a pas assez de travail pour l'instant actuellement pour toute la population. On est à 3 millions de chômeurs actuellement. Là, on a augmenté avec la crise du coronavirus. Donc, on est sur du chômage partiel essentiellement, mais les chiffres ont été boostés à ce niveau-là. Sinon, on considère quand même qu'on a 3 millions de chômeurs en France. Donc, on a déjà pas assez de travail à fournir à la population actuelle. Donc, si on augmente notre population active, essayez d'imaginer un petit peu ce que ça peut donner. Donc, un accroissement du nombre de chômeurs en plus. Donc la croissance démographique va aggraver souvent la situation déjà critique de certains pays pauvres. On parle d'équilibre alimentaire instable, d'incapacité à épargner et donc d'impossibilité d'améliorer le niveau de santé et d'éducation. L'équilibre alimentaire instable, l'incapacité à épargner, c'est ça. Vous avez un pays, vous avez des ressources naturelles, vous augmentez la quantité de personnes qui utilisent ces ressources, automatiquement vous n'allez plus pouvoir suivre, il n'y aura toujours pas assez de ressources.
Cependant, on vous dit une population nombreuse peut être un atout pour le développement, parce que la population active peu coûteuse est favorable aux activités de main-d'œuvre, comme l'industrie textile, les activités de montage et même de services. Elle est à l'origine du développement des pays émergents. C'est ce que je vous disais, les salaires, ici, peuvent fluctuer. Et à partir du moment où les salaires finalement ne sont pas élevés, eh ben on peut fournir du travail. C'est aussi simple que ça. Plus on va avoir de personnes sur le marché du travail, plus on peut faire baisser les salaires et faire travailler ces personnes. Et donc, on va participer à la croissance parce que toutes ces personnes vont travailler. Si elles travaillent, elles ont des ressources. Si elles ont des ressources, elles peuvent consommer. Et ainsi de suite. Dans ce cas-là, on lance un cercle vertueux. Par ailleurs, on dit une population nombreuse, c'est aussi le gage d'un marché intérieur important qui permet aux entreprises d'obtenir des débouchés. Le Brésil, on vous dit, a vu ses ventes de véhicules atteindre 3,5 millions en 2014, le hissant au 5e rang mondial. On a une population active, on baisse les salaires, mais on leur fournit du travail. La population, en fait, va avoir un pouvoir d'achat, et ce pouvoir d'achat, il va être utilisé pour consommer, et donc on va relancer finalement la consommation dans le pays. Mais on va aussi relancer les consommations qui sont extérieures au pays, donc les importations, ou alors à moins que le produit évolue encore et produise à nouveau des produits industrialisés. Et là, on va obtenir ce fameux rattrapage industriel que l'on a évoqué en début de vidéo. On va donc répondre à ces dernières questions. Question 30. En quoi l'accroissement de la population ralentit-il le développement? L'accroissement, vous le répète ici, va freiner le développement tout simplement parce que la population est jeune et nécessite des dépenses non rentables. Ce n'est pas un investissement. Et on vous dit la survie accapare les ressources financières au détriment de l'épargne et de l'investissement productif. On va vivre, mais on ne va pas pouvoir investir et donc on ne va pas pouvoir essayer d'augmenter notre performance. En synthèse, voilà ce que signifie cette réponse. Maintenant, comment l'accroissement démographique peut-il favoriser la croissance du pays? Ça, c'est le deuxième cas que j'ai cité tout à l'heure. On vous dit la population est une main-d'œuvre peu coûteuse, que l'on va utiliser, étant donné qu'elle est peu coûteuse, et toute augmentation de revenus de la population va se traduire par une augmentation de la consommation, et donc favorable à la production locale. Si la population locale consomme davantage, il va falloir produire davantage. Et là, à nouveau, le cercle, c'est ça. Si on a besoin de produire davantage, ce que l'on peut faire, c'est embaucher davantage. Donc, encore une fois, on va augmenter donc, le nombre de personnes qui travaillent, diminuer le nombre de chômeurs. Et on va aussi leur offrir des revenus qui vont permettre une consommation, et ainsi de suite. Enfin, dernière question, pour quelle catégorie de pays la croissance démographique semble-t-elle être un atout? Uniquement donc pour les pays qui sont capables de développer cette façon de penser avec ces chiffres, ces salaires finalement qui sont attractifs, autrement dit ce que l'on appelle les pays émergents. Donc voilà, c'est la catégorie donc visée, ce sont les pays émergents. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé, on vous dit, les problèmes des pays les moins avancés, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent quand même la production, mais ils n'ont pas encore le souci de modifier leur production, souci qui est propre aux pays développés. Donc les pays émergents sont sur cette phase où la croissance démographique va être un atout, jusqu'à ce qu'ils aient atteint justement les contraintes des pays développés. À ce moment-là, donc ce sera une autre réflexion à mener. Voilà donc tout ce qui était à dire sur les déséquilibres de la croissance, sur la croissance mondiale, l'évolution de la croissance mondiale, les différents types de croissance, l'état des différents pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.